Bonjour à tous, et nous voilà encore une fois ensemble pour 1 heure dans ce rendez-vous Astronomer at Home. Voilà, à chaque fois, on invite un astronome chez vous, ou vous l'invitez chez vous, en fait, ça dépend. Aujourd'hui, donc nous recevons Philippe Delorme. Bonjour Philippe. Bonjour. Et avant de parler plus avant de la raison qui t'amène chez nous, je voudrais d'abord souhaiter aussi le bonjour à Camille, mon acolyte de toujours. Bonjour Camille. Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, vous allez pouvoir poser vos questions sur le sujet qui va vous être présenté dans quelques instants par Philippe. Et mettez bien votre prénom et votre âge entre parenthèses si vous le souhaitez, afin que Philippe puisse répondre de façon adéquate avec le vocabulaire qui va bien, surtout si vous êtes un enfant. Bien sûr, si vous avez des questions autres que le thème proposé, ça c'est mon chat qui vient de monter sur le clavier, c'est pas grave. Gardez-les bien au chaud pour les prochains intervenants. Philippe ne répondra qu'à des questions autour de son domaine. Alors effectivement, de son domaine. Donc je te présente rapidement Philippe. Donc tu es astronome à l'IPAG à Grenoble, c'est-à-dire l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Voilà. Est-ce que je me trompe? Non, 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 c'est c'est bien ça. ça. Donc tu es astronome et toi tu travailles principalement sur les exoplanètes, c'est ça? Oui, je Ok, recherche des exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. d'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter rapidement bah voilà, ton travail, là où tu travailles et puis un peu ce que tu fais, grosso modo. Ça laissera le temps aux personnes qui sont en train de rejoindre la chaîne et de se connecter au chat de poser leurs premières questions qu'on pourra ensuite te faire remonter juste après. D'accord. Donc moi, je travaille à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Il y a des montagnes autour. Les observatoires astronomiques sont dans des montagnes, mais contrairement à l'idée qu'on fait en tant qu'astronome, on n'utilise pas en général des télescopes qui sont à côté de nos laboratoires, mais on utilise des laboratoires qui sont dans d'autres montagnes autour du monde. Moi, je suis un astronome qui travaille sur la recherche d'exoplanètes par la méthode d'imagerie directe, qui est la plus simple à comprendre. On prend une photo en quelque sorte des étoiles et on essaie de voir un petit point lumineux à côté de ces étoiles qui serait une exoplanète. Donc ça utilise des télescopes qui sont notamment au Chili. Et dont on a déjà beaucoup parlé au cours des différentes interviews qu'on a eues. Apparemment, vous êtes tous donné le mot pour utiliser les télescopes du Chili. Et ben, c'est là où est basé l'Observatoire européen austral, ESO, qui rassemble en fait le plus grand nombre des télescopes européens. La science européenne se coordonne pour construire ces télescopes ensemble. Et il y a l'un des plus grands observatoires du monde qui est situé au Chili, qui bénéficie de conditions d'observation exceptionnelles, qui permettent de tirer le meilleur parti de ces instruments de recherche. D'accord, d'accord. Euh, alors Camille, est-ce qu'on a déjà des questions qui ont été posées? J'entends qu'apparemment le son est un peu faible. Est-ce que ça va mieux? Je l'ai monté là un peu. J'espère que ça va mieux, vous nous direz dans le chat. Camille, dis-nous, est-ce que, là je vois qu'il y a déjà pas mal de questions qui commencent à tomber dans le chat. Ah, ah. Ca- Il y a ca- déjà même des questions sur les atmosphères des exoplanètes et la recherche de biosignatures. Tout à fait. Alors, Euh, Camille, je te signale que ton micro est coupé. Voilà. Donc, si tu es en train de parler, sache qu'on ne t'entend pas. Euh, Effectivement, on voilà. a deux questions. On a deux questions. On a une question d'Origasplix qui te demande quelle est la planète la plus dangereuse qu'on ait détectée. Alors j'imagine la moins habitable. alors, il y a Je pense que c'est une planète sur laquelle on peut marcher, mais qui n'est pas vraiment habitable. Voilà. Je pense que ça doit être plutôt ça la question. Et Christine qui te demande du coup comment on détermine les biosignatures, donc les traces de vie dans les atmosphères des exoplanètes. alors, sur les Deux planètes les questions plus très différentes. dangereuses, je préfère répondre aussi au premier degré parce que j'ai pas mal eu de gens qui sont inquiets sur des planètes qui pourraient entrer en collision avec la Terre ou des choses comme ça.
Donc on n'a aucun risque sur les planètes. On peut se prendre des astéroïdes sur la figure, comme l'ont expérimenté les dinosaures il y a quelques dizaines de millions d'années. Mais pas avec les planètes. Les exoplanètes restent sagement en orbite autour de leurs étoiles qui sont très très loin. Les distances se mesurent en années-lumière, qui correspondent une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres, un gros paquet. Et l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, est située à 4,2 et des brouettes années-lumière, donc 42 000 milliards de kilomètres, bien loin. Et vu qu'on trouve beaucoup d'exoplanètes, il se trouve que cette première voisine a une exoplanète de type terrestre, tellurique, qui orbite autour d'elle, qui est donc l'exoplanète la plus proche de nous jusqu'à présent. Par contre, cette exoplanète-là, elle n'est pas très dangereuse pour y vivre dessus, donc ça c'est le second niveau de réponse en termes d'habitabilité des planètes, parce que c'est une planète, on ne sait pas exactement si c'est dangereux ou pas, mais en tout cas c'est une des planètes qu'on voudra étudier avec les instruments qui sont en train d'être construits pour y rechercher de la vie, parce qu'elle se situe dans la zone habitable de son étoile, c'est-à-dire l'endroit qui est ni trop loin ni trop près de son étoile pour qu'on puisse espérer penser qu'il y ait de l'eau liquide à la surface. On n'en a pas trouvé, on n'est pas encore capable de le faire, et c'est ça qu'on veut faire. Donc ça, c'est des planètes peu dangereuses. Du coup, si on a trouvé la bonne planète, comment on fait du coup pour trouver des signatures de la vie dans son atmosphère? Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué. On espère que la génération de télescopes qui est en construction, donc qui est le Extremely Large Telescope européen, qui est un télescope de 39 mètres de diamètre, ou 38 mètres, je ne me rappelle plus, qui est en train d'être construit au Chili aussi, va être capable de rechercher des molécules dans l'atmosphère des exoplanètes les plus faciles à étudier, notamment cette exoplanète la plus proche de nous, qui est bien sûr une cible assez favorable. Donc, pour identifier des molécules, il faut trouver dans l'information qui nous vient des étoiles et des exoplanètes quelque chose qui nous dit oui, il y a cette molécule. Ce n'est pas écrit H2O quand on observe une exoplanète. Ce qu'on reçoit, c'est juste des grains de lumière. Ces grains de lumière, comment on peut en déduire à partir juste de la lumière des étoiles et des planètes quelles sont les molécules qui sont présentes dans l'atmosphère? C'est grâce à ce qu'on appelle la spectroscopie. Donc la spectroscopie, si vous avez observé un arc-en-ciel, vous en avez déjà fait, c'est décomposer la lumière blanche, la lumière du soleil dans le cas de l'arc-en-ciel, dans toutes ses couleurs. Donc l'arc-en-ciel, il décompose en quelques couleurs qu'on repère à l'œil. Quand on fait la spectroscopie avec un instrument scientifique, on va essayer de découper très très finement la lumière dans des centaines de milliers de longueurs d'onde, chacune associée à sa petite couleur. Et il se trouve que quand on découpe la lumière, on peut y voir des traces à des longueurs d'onde très particulières qui sont des endroits où la lumière est absorbée par des molécules spécifiques. Et à une absorption à une longueur d'onde, donc à une couleur particulière, on peut associer la présence d'une molécule. Et mieux, selon la profondeur de cette absorption, s'il n'y a plus du tout de lumière à cette longueur d'onde-là, ou s'il en passe quand même un peu, on peut avoir aussi des contraintes, c'est-à-dire une certaine mesure de la quantité de cette molécule. Oui, puisque donc, plus il y aura de cet élément et plus ça absorbera la lumière. Voilà. Il y a des choses un peu plus complexes autour, notamment les conditions de température et de pression à l'endroit où se situe cette molécule. Et ça veut dire qu'on peut aussi avoir des indices sur les conditions de température et de pression, où est localisée la molécule qui vient absorber son petit bout de longueur d'onde dans une couleur donnée. Donc ça, c'est aussi un avantage, même si ça rend l'analyse compliquée, ça veut dire aussi qu'on peut en déduire des paramètres assez complexes. Et ben, ce qu'on veut, c'est réussir à voir l'exoplanète à côté de son étoile, ce qui est déjà un challenge, notamment pour des planètes aussi petites que la Terre. Et ensuite, en décomposer la lumière pour identifier à des longueurs d'onde spécifiques la présence d'oxygène, par exemple. Mais l'oxygène en lui-même ne suffit pas pour faire une biosignature. Les géochimistes sont tout à fait capables d'imaginer des exoplanètes qui auraient une atmosphère riche en oxygène sans avoir besoin de plantes. Donc une biosignature,
c'est un concept qui est assez complexe. C'est en fait un observable, donc quelque chose qu'on peut vraiment mesurer avec des instruments scientifiques, donc nous avec des télescopes, qui est compatible avec l'existence de vie sur une exoplanète et qui n'est pas compatible avec de la non-vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer de mécanisme avec des volcans, avec des interactions entre le rayonnement de l'étoile et l'atmosphère, qui créent ces combinaisons de molécules. Est-ce qu'on arrive déjà à définir un peu, à contraindre un peu les choses qu'on pourrait rechercher, ou est-ce que ça reste encore largement spéculatif? Et du coup, Alors, c'est un domaine de recherche actif. j'ajoute On la a question qui va avec, hein, c'est Nice Tom qui te demande s'il n'est pas possible d'imaginer une vie sous une autre forme qu'on ne connaît pas. Du coup, au final, ça pose la question, qu'est-ce que la vie, cette affaire-là? Alors, ça, c'est une bonne question aussi. Actuellement, on recherche de la vie similaire à celle qu'on connaît sur Terre. Alors, c'est à la fois parce que c'est la plus facile à anticiper, donc à rechercher. C'est beaucoup plus facile de trouver ce qu'on cherche que de trouver ce qu'on ne cherche pas, parce qu'on ne sait pas ce que ce serait. Mais aussi, les biologistes et les chimistes nous disent que la vie sur Terre n'a pas choisi le chemin le plus tordu pour se réaliser. Si on regarde l'un des éléments qui est indispensable à la vie, c'est l'eau. L'eau, c'est H2O, donc de l'hydrogène et de l'oxygène. L'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Donc déjà, c'est pas mal. La moitié de la composition de l'eau, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Et l'oxygène, c'est l'élément que les astronomes appellent lourd, donc il n'est ni de l'hydrogène ni de l'hélium qui fait le 99% de la matière de l'univers. Donc dans le 1% restant, l'oxygène, c'est l'un des plus abondants, avec le carbone, qui est aussi super important pour la vie, et l'azote, qui est aussi super important pour la vie. Donc en fait, la vie sur Terre s'est faite à partir des éléments chimiques les plus abondants et qui ont des propriétés chimiques très particulières qui permettent à la vie de se développer sur Terre. D'après les chimistes, ce serait vraiment tordu d'aller faire des molécules qui ressemblent à des molécules biologiques avec par exemple du silicium à la place du carbone ou des choses comme ça. D'accord. Donc a priori, les formes de vie qu'on cherche qui sont similaires à celles de la Terre sont, pense-t-on, dans l'état des connaissances, celles qui a le plus de chances aussi de trouver ailleurs. Oui, c'est D'accord. ce qu'on pense. C'est pas du tout prouvé vu qu'on n'a rien encore d'autre que nous à connaître, enfin qu'on ne connaisse, mais c'est C'est le postulat de best guess départ. du moment. Enfin, c'est plus qu'un postulat, il y a des recherches derrière, quoi. D'accord. Jusqu'à ce qu'on voit un caillou en silicium qui nous fait coucou. Alors, j'ai une autre question de Nice Tom, du coup, je vais faire en suivant dans l'ordre d'arrivée. Combien d'exoplanètes connaît-on aujourd'hui? Ça a commencé, peut-être. Je vais même t'ajouter la question de Ulysse 10 ans en même temps, qui te demande si c'est bien en 92 qu'on a découvert les 2 premières exoplanètes. Du coup, ça nous fait un début et un maintenant. Si tu peux nous faire un peu le tour d'horizon de cette évolution. Alors, en 92, il y a effectivement 2 premières planètes qui tournent autour d'autres objets que le Soleil, qui ont été découvertes, mais ce n'est pas autour d'une autre étoile. Ce sont des planètes qui tournent autour d'un pulsar, c'est-à-dire un résidu de cœur d'étoile qui a explosé en supernova. Et cette découverte a été faite en 92 et elle n'a pas complètement révolutionné la place du système solaire qui était unique. Parce qu'on se disait, c'est possible que ces planètes se soient formées du fait des débris de la supernova qui génèrent plein d'éléments lourds. Ça ne veut pas dire qu'on peut former facilement des planètes autour d'autres étoiles réelles, comme le Soleil, qui ne soient pas des résidus de supernova. C'est en 95 que la première exoplanète, donc une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil, a été trouvée. Même si celle de 92, c'est vraiment une question d'appellation, savoir si c'est des exoplanètes ou pas, hein, c'est de la définition. En pratique, c'est aussi une découverte fondamentale qui a été faite en 92.
En 95, on a eu la preuve qu'il y avait d'autres étoiles que le Soleil qui avaient pu se voir se former des planètes autour d'elles, enfin une planète. Et alors, ce qu'il y a d'assez formidable dans cette découverte de 1995, c'est que c'est une planète où, à l'époque, on avait en théorie de très bonnes raisons de dire qu'elle ne pouvait pas se former. Parce qu'on a découvert une planète géante très très proche de son étoile, qui tourne en son année, je crois que c'est 3,8 jours ou un truc comme ça, c'est juste quelques jours. Donc c'est une étoile qu'on appelle un hot Jupiter, un Jupiter chaud, dont l'atmosphère est chauffée à 2000 degrés parce qu'elle est très très proche de l'atmosphère de son Soleil, de son étoile. Et les gens qui faisaient des modèles de formation planétaire disaient ces planètes, elles ne doivent pas exister parce qu'on ne peut pas former des planètes aussi près de leur étoile. Ils avaient raison dans le fait qu'on ne peut pas former des planètes géantes aussi près de leur étoile. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que, enfin, ce qu'ils n'avaient pas encore intégré dans leur modèle, c'est que les planètes probablement migrent au cours de leur formation. Et au cours des 20 dernières années, les gens qui font des modèles de formation de planètes ont dû non seulement expliquer pourquoi cette planète-là avait migré pour se rapprocher de son étoile, mais aussi pourquoi celle du système solaire, elle, était restée gentiment pas très loin de leur lieu de formation, qu'on n'est pas en train de brûler à 2000 degrés à côté de l'atmosphère du Soleil. Donc déjà, cette première découverte, ça a été assez intéressant, assez surprenant. L'univers nous surprend en fait assez souvent par rapport... il est plus divers que ce qu'on y recherche, qui aussi laisse des ouvertures sur la notion d'autres formes de vie différentes de celles qu'on connaît. On est souvent surpris. Et à l'heure actuelle, en 2020, j'ai perdu le compte parce qu'il y en a trop, mais on doit être grosso modo entre 4000 et 4500 exoplanètes. Et ça ne nous permet pas d'avoir un seul exemple, mais d'avoir un peu un échantillon de ce qui existe dans le voisinage du Soleil. On n'est pas capable de rechercher des planètes bien loin dans notre galaxie. C'est juste nos quelques centaines de milliers de plus proches voisines sur les 2 à 400 milliards d'étoiles de notre galaxie sur lesquelles on est capable de chercher des exoplanètes. On en a trouvé 4500 pour l'instant, alors qu'on n'est pas capable de trouver toutes les exoplanètes, même autour des étoiles les plus proches, parce que c'est compliqué. Et si on fait un peu de la statistique, grâce à ce grand nombre de planètes, on sait que la plupart des étoiles ont au moins une exoplanète, voire plus. Si vous prenez votre étoile favorite dans le ciel, que vous la pointez du doigt et que vous dites autour de cette étoile, il y a des exoplanètes qui tournent, vous avez de bonnes chances de ne pas vous être trompé. D'accord. Moi, j'en étais resté à il y a quelques années, on disait qu'il y avait entre 50 et 75% des étoiles qu'on voyait dans le ciel qui avaient des exoplanètes. Donc le compte a augmenté. Je peux au planétarium raisonnablement dire au public que on a à peu près toutes les étoiles qu'on voit qui en moyenne ont une planète. Oui, en fait, sur les étoiles très massives, on n'est pas complètement sûr, mais elles sont très rares. Par contre, sur les étoiles les plus communes de l'univers, les étoiles moins massives que le Soleil et aussi massives que le Soleil, oui, les chiffres qu'on a sont compatibles avec 100% en quelque sorte. En moyenne, il y a plus d'une planète par étoile, et il est possible qu'il y ait certaines étoiles qui n'ont aucune planète, mais ça paraît très tordu vu les stats qu'on a, quoi. On n'a pas à les regarder encore les 400 milliards d'étoiles de la galaxie pour être sûr que chacune a sa petite planète, mais apparemment la formation planétaire est quelque chose de commun. D'accord. Camille, est-ce qu'on a des questions? Je vois que ça s'agite du Oui. côté du chat. Oui. Alors j'ai préparé 4 questions d'affilée. On va commencer par celle de Lionel, qui te parle du spectromètre Swift. Est-ce que tu le connais? Ça a l'air d'être fait par chez toi. Je vois IPAG, oui c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, Et voilà, il te demande est-ce qu'on fait de la spectroplanétaire avec ça? Est-ce qu'on va essayer de détecter des choses dans les atmosphères d'exoplanètes avec cet instrument? Je t'avais prévenu qu'on aurait tout type de questions. Oui. Alors ça, c'est une question très avancée. Ça, c'est un instrument qui est en cours de recherche et développement à l'IPAG par l'équipe d'instrumentation. Je ne sais pas encore si jamais on pourra l'utiliser pour rechercher des biosignatures, par exemple, dans les atmosphères d'exoplanètes. Mais oui, ça fait partie des instruments qui sont en train d'être inventés
et avec ces efforts en recherche et développement instrumental, qui vont de pair avec la construction de ces plus gros télescopes, extrêmement gros télescopes, qui permettent, eux, de capter plus de lumière. Il y a aussi des instruments de plus en plus astucieux qui permettent de mieux en mieux analyser la lumière que reçoivent ces gros télescopes. Et oui, ça fait partie de l'effort. Après, Swift, je ne crois pas qu'il soit adapté pour ça. Mais c'est en amont de ce que je fais, on va dire. Je ne suis pas la bonne personne pour poser la question. Tu as Tom qui te demande ce que c'est que Swift. Est-ce que tu peux en 2 phrases nous dire un peu ce que c'est comme instrument, ce que ça fait pour... Enfin, voilà. Alors, c'est un spectro. Et après, comment il travaille en particulier, je ne sais pas. Je ne fais pas de développement instrumental. Et là, c'est vraiment un truc qui est en train d'être mis au point à l'IPAG. On verra si Alors, on a un autre intervenant qui pourra nous en parler. je te propose qu'on reste dans la spectro parce qu'on a Ulysse 10 ans qui justement te demande, tu as dit tout à l'heure qu'on pouvait détecter des éléments chimiques dans les atmosphères grâce à la spectroscopie, parce qu'il y a des, je rappelle, des atomes qui absorbent la lumière et donc on ne la voit plus à la sortie, dans certaines couleurs. Mais on a donc Ulysse qui te demande comment on utilise la spectroscopie pour détecter une exoplanète. Alors, pour l'instant, on n'utilise pas directement la spectroscopie pour détecter une exoplanète. On la détecte avec sa lumière et après, on fait un suivi pour essayer de faire de la spectroscopie. Parce qu'en gros, la spectroscopie, c'est l'étape la plus difficile que la détection. Donc, on le fait après. Maintenant, il y a des méthodes d'analyse de données qui commencent à utiliser la spectroscopie pour détecter non pas une exoplanète, mais faire ressortir la signature d'une molécule dans l'atmosphère de cette exoplanète à travers la lumière de l'étoile qui nous éblouit quand on observe l'exoplanète. C'est-à-dire qu'avec cette technique, on est capable de détecter, mettons, de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une exoplanète plus facilement que de voir la lumière de l'exoplanète. Donc ça, c'est encore une technique qui est en train d'être mise en œuvre, et notamment les instruments qu'on est en train de construire planifient, prévoient qu'on utilisera cette technique. Par contre, Philippe, si je ne m'abuse, on utilise bien la spectro est bien l'un des moyens sur les étoiles de pouvoir déterminer s'il y a une exoplanète qui tourne autour ou pas. Alors, oui, tu as raison. Moi, je parlais de l'imagerie directe parce que oui, mais c'est bien parce que je parle à voilà. pose un peu les deux. mais effectivement, c'est vrai que par exemple, la première exoplanète, elle a été découverte par spectroscopie, c'est vrai, par la méthode des vitesses radiales. Donc, la méthode des vitesses radiales nécessite de la spectroscopie parce que c'est en quelque sorte flasher une étoile pour mesurer sa vitesse. Ça utilise un peu le même principe que les radars des gendarmes. Où on mesure le décalage en longueur d'onde de la lumière causé par le déplacement d'un corps. Donc, on a tout le temps tendance à penser que les planètes tournent autour de leur étoile, mais en fait, c'est pas vrai. Les étoiles et les planètes tournent autour du centre de gravité du système étoile-planète. Mais vu que l'étoile est des milliers ou même des centaines de milliers de fois plus massive que la planète, dans le cas du Soleil et de la Terre, le centre de gravité est presque confondu avec le centre de l'étoile. Mais c'est pas tout à fait ça. Je t'ai mis la vidéo là sur. Donc oui, j'ai vu la vidéo, ouais. Et sur cette vidéo, ce qu'on voit, c'est que l'étoile bouge aussi un peu, avec la même période que la planète, ce qui veut dire que la Terre fait bouger le Soleil, lui fait faire un petit rond en un an, comme la période de la Terre autour du Soleil. La Terre tourne pour faire son grand cercle autour du centre de gravité à 30 km par seconde de vitesse pour faire un tour de Soleil, ce qui est à peu près 1 milliard de kilomètres en un an. Et la vitesse que la Terre induit sur le Soleil est d'un peu moins de 10 cm par seconde. En fait, c'est simplement le rapport entre la masse du Soleil et la masse de la Terre. La Terre tourne à 30 km par seconde. La Terre est plus de 300 000 fois moins massif, donc le Soleil tourne un peu plus de 300 000 fois moins vite que la Terre. Donc il faut mesurer pour détecter la Terre autour du Soleil
la vitesse du Soleil avec une précision de 10 cm par seconde. Ça, on n'est pas encore capable de le faire, mais par exemple Jupiter, elle fait un décalage de plusieurs mètres par seconde en vitesse, parce qu'elle est beaucoup plus massive. Et ça, on est capable de le détecter. Et c'est comme ça qu'on a détecté effectivement les premières exoplanètes en 1995. Si donc, je résume, Philippe, excuse-moi, dis-moi si je me trompe. Donc en fait, dans cette technique-là, on ne détecte pas l'exoplanète en elle-même, on regarde le mouvement de l'étoile, et si l'étoile bouge, on en déduit qu'il y a un petit corps massif à côté qui la déplace et que c'est une exoplanète. Mais dans cette technique-là, on ne regarde que l'étoile. Oui, on regarde que l'étoile, on fait de la spectroscopie de l'étoile, et à partir de cette spectroscopie, donc c'est ce qu'on voit dans l'image de droite là, où on voit que donc le graphe en haut, c'est la vitesse de la planète au fur et à mesure du temps. On voit que ça fait une belle sinusoïde. Quand la planète s'éloigne de nous, elle va avoir une vitesse négative. Quand elle se rapproche, positive. Et ce qu'on va voir, c'est que quand elle s'éloigne de nous, la lumière, son spectre, va être décalé vers le rouge. Quand elle se rapproche, c'est décalé vers le bleu. Et grâce à ces raies des éléments présents dans l'atmosphère de l'étoile, hein, pas de la planète, là du coup, qui absorbent à des longueurs d'onde particulières, on va pouvoir voir ce décalage en longueur d'onde par spectroscopie, en déduire la vitesse de l'étoile, son mouvement, sa période, et en déduire à partir de la vitesse de l'étoile la période de ce mouvement-là. Donc il faut observer au moins 1 an pour détecter une planète comme la Terre, ou au moins 6 mois, on va dire. Et ben on va en déduire la présence d'une planète avec cette période-là. D'accord. Donc ça, c'est une des manières de détecter. Dis-nous, oui. Camille. J'ai beaucoup de questions. Alors, on va essayer de faire des petits paquets de questions pour satisfaire un maximum de personnes. Et si tu peux, essayer de nous faire des réponses brèves pour vraiment qu'on fasse un speed dating de questions. Parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Allez. T'es prêt? Ouais, en avant. Alors, j'ai une question combinée de Tom et de Ulysse qui te demande des informations sur le bestiaire des exoplanètes. Donc, ces 2 personnes voudraient savoir quelle est l'exoplanète qui a la plus grande révolution autour de son étoile, quelle est celle qui est la plus petite, c'est quoi un peu l'ordre d'idée de ce qu'on trouve. Est-ce qu'il y a une exoplanète dont la composition t'a vraiment surpris, ou la position, voilà. Et enfin, quelle est la plus petite, quelle est la plus grande qu'on ait trouvée? Alors, qui tourne le plus vite? Il y en a qui tournent en 8 ou 9 heures autour de leur étoile. Donc, leur année fait moins qu'une journée terrestre. Alors, celles-là, elles sont chauffées à des températures qui sont plus de 2000 degrés, jusqu'à 4000, il me semble. Sur certaines de ces exoplanètes, il y a le fer qui se condense en vapeur, qui s'évapore en vapeur et qui se condense selon l'alternance jour-nuit. Donc il y a des pluies de fer fondu sur certaines de ces exoplanètes, qui sont des exoplanètes géantes. Il y a aussi des exoplanètes telluriques, donc avec un sol rocheux comme la Terre, très très proche, tellement proche qu'il y a tellement de lumière reçue de leur étoile que c'est au-dessus de la température de fusion de la roche. Donc c'est probablement des planètes recouvertes de magma, juste par effet de chaleur de leur soleil. Donc ça, c'est les plus proches. Après, des lointaines, il y en a qui sont à des séparations 100 fois plus loin que Pluton. Hein, oui, si, il y en a qui sont à des milliers d'unités astronomiques, et donc qui ont des périodes de millions d'années de rotation autour de leur soleil. Ils doivent être très froids là-bas, a priori. Les plus grandes et plus petites. Alors les plus petites, pour l'instant, on est limité par les plus petites qu'on est capable de détecter. Pour l'instant, c'est autour de la taille de Mars, même si autour des pulsars, où on a une sensibilité meilleure parce que le pulsar nous calibre un peu nos observations grâce à sa rotation. Et je crois qu'il y a même des objets moins massifs que Mars qui ont été détectés. Les plus massifs, il y a une sorte de continu entre planète et naine brune. Donc une naine brune, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est ce qu'on considérait comme une étoile avortée il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire un objet qui fait des dizaines de fois la masse de Jupiter,
ce qui correspond quand même qu'à quelques centièmes de fois la masse du Soleil, qui n'est pas assez massif pour, comme une étoile, faire de la fusion thermonucléaire de leur étoile. Donc là, l'image que vous voyez, vous avez en haut les planètes géantes du système solaire, qui sont à l'échelle avec le machin jaune que vous voyez derrière, qui est le Soleil. Donc le Soleil, comparé aux planètes géantes, est beaucoup plus gros. Après, vous n'avez pas à l'échelle les planètes telluriques, donc là, qui apparaissent beaucoup plus grosses que les planètes géantes, mais qui en fait sont 4 fois plus petites pour la Terre que les plus petites des planètes géantes en diamètre. Donc en surface, ça représente 16 fois moins, ce sera à peine visible sur l'image du haut. Et donc ça, il y a toute une gamme de tailles. Dans le système solaire, ça va de la plus petite planète Mercure jusqu'à la plus grosse Jupiter, qui fait 1 fois la masse de Jupiter, ce qui correspond à 1 millième de fois la masse du Soleil. On a des exoplanètes qui ont été détectées qui ont 10 fois la masse de Jupiter, d'autres même certaines 15 fois la masse de Jupiter, donc qui entrent dans le domaine de masse des naines brunes. On ne sait pas trop, en fait, s'il n'y a pas une continuité entre planètes et naines brunes, donc des grosses Jupiters, des super Jupiters qui existent. En tout cas, on trouve plus de diversité d'exoplanètes que ce qu'il existe de diversité dans le système solaire. Et par ailleurs, des planètes similaires au système solaire, on en trouve aussi. Donc ce qu'on sait actuellement, c'est que non seulement le système solaire n'est probablement pas atypique, mais la diversité des exoplanètes va beaucoup plus loin que ce qu'on connaît dans le système solaire. Notamment des planètes qui sont très abondantes en tant qu'exoplanètes, sont ce qu'on appelle des super-terres, donc des objets telluriques, rocheux, qui font plusieurs fois la masse de la Terre, jusqu'à 6 ou 7 fois la masse de la Terre. Il y en a beaucoup autour des étoiles proches. Si vous prenez votre constellation préférée avec une dizaine d'étoiles, vous êtes sûr qu'il y en a une, voire même plusieurs, qui ont des super-terres en orbite autour d'elles. Mais il n'y en a pas dans le système solaire. Ok. Camille, nouvelle question. Ton micro est coupé. Oui, c'est normal, c'était pour éviter les bruits de clavier. Merci. Donc tu as répondu à Gifreux en même temps qu'il te demandait justement quelle était la position dans toute cette famille d'un système solaire. Donc voilà, tu as répondu à la question. Finalement, le système solaire, c'est un cas parmi d'autres, mais sans plus, quoi, si j'ai bien compris. Oui, et on n'est pas encore sûr d'avoir exploré toute la diversité des exoplanètes parce qu'on trouve ce qu'on est capable de trouver. Par exemple, la première exoplanète qu'on a trouvée, là, qui ne correspondait pas du tout au modèle de formation planétaire de l'époque, en 1995, on l'a trouvée en premier et on s'est aperçu au fur et à mesure du temps que ce type de planète, les Jupiter chauds, était en fait rarissime. Ça représente moins de 1% des étoiles qui ont des Jupiter chauds autour d'entre elles. Mais vu que c'est les planètes les plus faciles à trouver, vu que c'est des grosses planètes qui tournent très vite autour de leur étoile, donc si vous voulez observer une planète pendant toute sa période pour la détecter, comme par exemple pour la méthode des vitesses radiales, et ben c'est plus facile si l'année dure 3 jours que si l'année dure 240 ans comme Pluton. Donc ça favorise pour trouver des planètes proches et des planètes massives, vu qu'elles ont plus d'influence sur leur étoile, et proches. Donc cette première exoplanète, on l'a découverte pas parce qu'elles sont communes, mais parce qu'elle était facile à trouver. D'accord. Et maintenant, on commence à aller à découvrir des exoplanètes qui nous paraissaient difficiles à trouver. Alors maintenant, on trouve des planètes de la taille de la Terre. On les trouve assez facilement autour des petites étoiles qu'on appelle les naines M, parce que vu que les petites étoiles ont une masse plus faible que le Soleil, c'est plus facile de voir l'influence d'une Terre sur ces étoiles que sur le Soleil. En plus, elles ont le bon goût, ces petites étoiles, vu qu'elles émettent moins de lumière, elles sont rouges, elles sont moins chaudes, d'avoir une zone habitable qui est plus proche de leur étoile, donc à une orbite où l'année est plus courte. Donc aussi, vu que la période est plus courte, c'est plus facile de trouver ces exoplanètes, à la fois par la méthode des vitesses radiales dont j'ai parlé tout à l'heure, ou en transit, en espérant que, par chance, l'étoile, l'exoplanète et la Terre soient alignés. Et du coup, une fois par année de la planète, on va pouvoir voir passer la planète devant son étoile. Donc là, c'est un schéma qui vous montre ça. Par contre, les étoiles, il n'y en a quasiment aucune dont on est capable de résoudre le disque comme ça. On voit juste un point lumineux.
Et l'influence de la planète, c'est la petite courbe qu'on voit en bas, c'est la baisse de lumière. Si la planète cache 1% de la surface de l'étoile, ce qui est le cas pour les planètes géantes comme Jupiter autour du Soleil, on voit plus que 99% de la lumière de l'étoile. Si on détecte cette baisse de lumière, on est capable de la trouver. Pour la Terre, la baisse de lumière, c'est 1/10 de la lumière de l'étoile. Donc là, ça demande quand même à bien compter chaque photon pour les trouver. C'est plus difficile. Alors, D'accord. j'ai une Pareil, triple on a- question. Oui, vas-y. Une triple question, justement, en allant un peu plus loin dans la détection. Alors, on a d'abord Christine qui te demande s'il est difficile de détecter des exolunes, donc des satellites de ces planètes. On a Wakazai qui te dit qu'on comprend bien comment ça marche, du coup, une détection pour une seule planète, mais quoi ça ressemble quand il y en a 6 ou 10? Est-ce que c'est la même courbe? Comment on fait quand il y en a plusieurs? Et enfin, Tom qui te demande si on connaît un système planétaire complet comme le nôtre. 3 questions intéressantes. Alors, il ne faut pas que je les perde parce que j'ai une Alors, mémoire on va rouge. commencer avec les exolunes. Les exolunes. Les exolunes déjà. Alors, les exolunes, oui, c'est difficile à trouver parce que, comme je vous disais, plus une planète est petite, plus elle est dure à détecter. Et puis, on est gêné par le signal de l'étoile qui est plus fort. Dans le cas d'une exolune, la masse est plus petite que celle de la planète par définition. Et en plus, on est gêné par le signal de la planète. Mais dans certains cas, on devrait être capable de les détecter. Et il se trouve que pour l'instant, on n'en a trouvé aucune de confirmée. Il y a eu ce qu'on appelle des claims, donc des publications qui disent que ça ressemble à une exolune. Pour l'instant, j'ai jamais vu une détection d'exolune qui soit confirmée. Mais on cherche et on devrait en trouver. Alors, une des raisons pour lesquelles on n'en a pas trouvé, quand même assez bien comprise en théorie, c'est que les planètes les plus faciles à observer et pour rechercher des exolunes autour, c'est justement ces planètes qui tournent proches de leur étoile. Et là, c'est difficile pour une planète de garder sa lune en tournant proche de son étoile. Il y a trop d'influence de l'étoile. La deuxième question, c'était quoi? Moi, je me rappelle de la troisième. Camille? Ouais. Camille? Le micro, pardon. Donc c'était Wakazai, justement, du coup, vient de rappeler que c'était sa question. Avec les vitesses radiales, comment on fait pour détecter plusieurs planètes? À quoi ça ressemble le mouvement de l'étoile quand il y en a plusieurs? Alors, ce qu'on suppose là-dedans, c'est qu'il y a une planète. Donc, s'il y a plusieurs planètes, ce que ça se voit, c'est que la sinusoïde de chaque planète va venir se superposer dans le signal. Donc, on pourrait dire que ça ressemble à rien, mais par bon goût, il y a en général tout le temps une exoplanète qui a un signal un peu plus fort que les autres. Qui ressort, donc une sinusoïde qui est plus claire que les autres parce que la période est plus courte, par exemple, ou parce que la masse de la planète est plus massive. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser le signal causé par cette planète, on va l'enlever des observations de manière numérique, et on va voir ce qui reste comme signal, on va voir la deuxième sinusoïde la plus importante, on va la soustraire, voir la troisième et ainsi de suite. Et à la fin, on fait un modèle avec toutes les planètes pour voir si on a bien tout compris ou pas. Mais, donc c'est une somme de sinusoïdes. Voilà, c'est ça. Avec des périodes différentes et des intensités différentes. Et des formes différentes aussi, selon les quantités de la planète. Ça peut être des sinusoïdes un peu tordus. Et du coup, peut-être précise aussi comment ça se passerait sur une méthode de transit pour détecter une lune ou une deuxième planète. Comment ça se passerait? Même des anneaux peut-être? Alors sur les méthodes de transit, c'est relativement facile parce que la probabilité que le transit soit en même temps est assez faible. Donc on va voir un transit avec une certaine intensité, on va le voir se répéter avec une certaine période, l'année de la planète, et puis on va voir un autre transit avec une autre intensité à un autre moment, qui va se répéter avec une autre période. Donc ça va être relativement facile de détecter les planètes les unes après les autres. Par contre, il y a des systèmes qui sont assez différents du système solaire, qu'on appelle les tightly packed systèmes, donc extrêmement rassemblés, extrêmement proches. C'est des systèmes où on a à l'intérieur de l'orbite de Mercure, l'équivalent de l'orbite de Mercure pour le Soleil, 6 à 8 planètes, exoplanètes qui tournent. En gros, il y en a autant que ce qu'il est possible en termes de stabilité dynamique. C'est-à-dire que si on rajoutait une planète là-dedans, ça fera un jeu de billard gravitationnel qui ferait qu'il y aurait une planète qui serait éjectée.
Et là, dans ces cas-là, il y a un système très intéressant qui s'appelle TRAPPIST-1, qui, comme son nom l'indique, a été détecté par un observatoire conçu par des Belges, qui a détecté autour d'une étoile proche, une naine rouge, 7 planètes, dont plusieurs dans la zone habitable de son étoile, qui tournent à l'intérieur de l'orbite de Mercure, quoi. Et dans ce système, c'est assez courant qu'il y ait plusieurs planètes qui transitent en même temps autour de leur étoile. D'accord. Et la troisième question, j'essaye d'aller au plus efficace, Tu l'as c'était... partiellement répondu. C'était est-ce qu'il existe un système planétaire complet comme le nôtre qu'on aurait trouvé? Donc là, effectivement, il y en a autour de TRAPPIST-1, il y a 8 planètes comme chez nous, mais je pense que Tom voulait dire un système vraiment comme le nôtre avec 4 telluriques et 4 géantes, ou avec des telluriques près du Soleil et des géantes plus loin. Est-ce qu'on a trouvé ça encore ou pas encore? Alors, on n'a pas exactement trouvé le double du système solaire parce qu'on n'est pas capable au niveau instrumental de le détecter. Par contre, ce qu'on est capable de détecter, c'est qu'il y a des systèmes qui ont effectivement des planètes telluriques proches de leur étoile, enfin, relativement proches de leur étoile, et des planètes géantes plus loin de leur étoile. Le souci, c'est que vu qu'on a une sensibilité quand même aux planètes qui tournent avec des années planétaires, donc des périodes relativement courtes, on a du mal à détecter Pluton, ou Pluton en plus c'est pas une planète géante, elle est toute, mais Neptune, qui tourne en des périodes de plus d'un siècle. Il faudrait l'observer pendant au moins 50 ans, l'étoile, pour la détecter par vitesse radiale, et l'observer pendant plus d'un siècle pour voir 2 transits qui confirmeraient la présence d'une planète comme Neptune. Donc ça, on n'est pas encore capable de les détecter, ces planètes qui nous permettraient de trouver un exact équivalent du système solaire. Par contre, il y a une proportion importante, je ne sais plus exactement laquelle, mais ce n'est pas de l'ordre de 1%, des systèmes exoplanétaires qu'on détecte qui sont compatibles avec le système solaire. C'est-à-dire que les planètes de ces systèmes qu'on a été capable de découvrir collent avec le système solaire. Ce n'est pas la norme, mais ce n'est pas une exception, ce cas-là. D'accord. Il n'y a pas vraiment de norme en fait dans les systèmes exoplanétaires. Il y a énormément de diversité. Alors je dois jouer la montre hein, parce que je regarde un petit peu l'heure. Il reste un petit peu plus d'un quart d'heure. Je crois qu'on a encore pas mal de questions, Camille. Ouais. On va essayer de faire des questions vraiment courtes pour que tout le monde puisse poser la sienne. Dis-nous Alors tout. j'ai deux questions de politique planétologiste, on va dire. On a Pénélope qui te demande comment est-ce qu'on nomme les exoplanètes, et Origaspix qui te demande pourquoi Pluton n'est plus une planète officielle. Alors, comment est-ce qu'on nomme les exoplanètes? Je ne sais pas trop pour les petits noms. Je ne sais pas s'il y en a qui ont réellement des petits noms, même s'il me semble qu'il y a une internationale là-dessus, mais je n'ai pas trop suivi. Mais sinon, la façon dont on les nomme de manière scientifique, c'est le nom de l'étoile, et puis ensuite petit b pour la première exoplanète détectée, petit c pour la deuxième exoplanète, petit d pour la troisième. Donc nous, on ferait Sol C. Alors, Euh, comme je sais sur que la comme je sais que quelqu'un posera forcément la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le A, en fait le A c'est pour l'étoile. Oui, tout à fait. Donc on commence les planètes par le B. Mm. Donc nous on est Soleil Soleil D. Ouais, ça dépend de l'ordre de découverte pour les... Ah oui, c'est vrai. Mais ce serait Sol C si on les compte dans l'ordre depuis le Soleil. D'accord. Oui, et puis en plus, il y a une époque où on pensait que Vulcain existait entre le Soleil et Mercure, donc ça complique un peu. C'était encore compliqué. Alors Et ensuite... sinon, pour Pluton, c'est encore une question de Ah bah oui, c'est vrai, définition. Pluton. Hein. Ce qui se passe, c'est que Pluton, ça a été la seule planète trouvée, enfin le seul objet trouvé au-delà de Neptune depuis 1930 jusqu'aux alentours des années 2000, pendant 70 ans. Donc c'est rentré dans les planètes. Mais autour des années 2000, on a commencé à trouver de plus en plus d'objets, un peu plus petits que Pluton, certains un peu plus gros de taille équivalente, au-delà de Neptune, qui tournaient sur des orbites similaires à celles de Neptune. Et on s'est rendu compte que Pluton ne se comportait pas exactement comme les autres planètes, vu qu'elle n'avait pas nettoyé autour de son orbite les autres. Il y avait d'autres objets de masse et d'orbite similaires autour d'elle, ce qui n'est pas le cas. Le seul objet qui a le même orbite que la Terre, c'est la Lune, et c'est un satellite de la Terre. Mais qui se comportait plutôt en fait comme les astéroïdes, où il y a plein d'objets
qui ressemblent à des petites planètes qui tournent sur les mêmes orbites. D'ailleurs, au 19e siècle, dans le système solaire, il y a eu 12-13 planètes. Quand on a découvert les premiers astéroïdes les plus gros de la ceinture d'astéroïdes, on a dit que c'était la 9e, la 10e, la 11e, la 12e. Puis au bout de 16 ou 17, ils ont dit « Oh là, stop, on arrête !» Il y a quelque chose de différent. Et ils ont viré les astéroïdes de la liste des planètes. Et c'est un peu ce qui a été fait aux alentours des années 2000, où là, on se dit que si on continue, on va se retrouver avec 200 planètes dans le système solaire, et où on a adapté la définition de planète pour dire qu'il fallait qu'elle soit seule, qu'elle domine en fait l'orbite sur laquelle elle tourne, pour qu'il y ait encore un sens entre planète et astéroïde ou planète même. Ok. Eh bien, très bien. Maintenant, j'ai Ulysse qui te demande si sur la planète où le fer fond, les tardigrades survivraient. Ces fameux Non, je pense tardigrades pas, qui c'est trop savent chaud. tout faire. Les tardigrades, ils survivent bien au froid, mais si jamais on les fait passer dans un haut fourneau, à mon avis, ils grillent. Ils sont Euh, forts, mais pas autant. Ils ne sont Ulysse pas totalement une immortels. crainte. Ulysse avait une crainte pour ces tardigrades. Faut pas les jeter dans un feu non plus, hein. En plus, ils sont tous desséchés quand ils hibernent. Donc, on a Lionel qui te demande s'il y a des détections de planètes dans des systèmes doubles. Et on avait Ulysse qui, à juste titre, rappelait que effectivement, il y a beaucoup d'étoiles, enfin plus de la moitié en fait, qui sont au moins doubles. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a pu trouver dans ce domaine-là? Il y a bien sûr la planète autour de Proxima, qui est une étoile triple. Il y en a beaucoup comme ça, des planètes autour d'étoiles doubles ou triples ou quadruples? Alors oui, après il y a différents cas, hein. Il y a des étoiles doubles où il y en a deux qui tournent très serrées, deux étoiles qui tournent très serrées l'une autour de l'autre, et où on a trouvé des planètes qui tournent autour des deux étoiles. Donc ça, c'est des systèmes style Tatooine, qui a été imaginé dans les années 70, et où on a trouvé scientifiquement des choses similaires qu'au XXIe siècle. Après, il y a aussi des systèmes comme Proxima du Centaure, qui est un système triple avec Alpha et Beta du Centaure, mais qui sont séparés de 10 000 années-lumière ou quelque chose comme ça, de distance colossale, et qui peuvent chacun avoir un système planétaire autour de chacune des étoiles. Excuse-moi, 10 000 unités astronomiques, pas 10 000 années-lumière. Unité astronomique, oui, tu as raison. La langue. Ça me paraissait un peu loin, 10 000 années-lumière. Ouais, elles sont très loin. Ok, donc en fait, l'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres. donc soit on a des étoiles qui sont très proches l'une de l'autre et la planète tourne loin des deux, soit on a des étoiles qui sont loin l'une de l'autre et dans ce cas, les planètes tournent autour de chacune de ces étoiles. Voilà. D'accord. Une seule de ces étoiles ou des deux étoiles en même temps. Et ça a été prouvé effectivement. Ça complique un peu les choses, le fait que les étoiles soient binaires, mais ça n'empêche pas la formation planétaire, qui a l'air d'être un mécanisme vraiment... Très commun. Ouais. J'ai Ulysse qui te demande du coup, par rapport au Jupiter chaud, les planètes qui tournent très rapidement autour de leurs étoiles, et même les petites planètes telluriques autour des étoiles rouges, pardon, des naines rouges. Et combien est-ce qu'on en connaît du coup de ces étoiles, de ces planètes, j'arrive pas à parler, de ces planètes qui tournent très rapidement autour de leurs étoiles? Tu avais l'air de dire que c'était les plus faciles à trouver au début. Est-ce que maintenant ça s'équilibre? Comment ça Alors ça dépend ce qu'on appelle très rapidement. Celles qui ont des périodes de quelques jours, voire même... elles sont très rares. Celles qui sont en fait chauffées à plus de 1000-2000 degrés par leur étoile, elles sont très rares. Après, autour des naines M, donc des étoiles toutes petites, on trouve des planètes dont la température, en fait, a priori, pourrait être assez similaire à celui de la Terre, parce que les naines M chauffent pas beaucoup et qui tournent dans des périodes de 10-20 jours autour de leur étoile. L'année fait 10 à 20 jours. Et ça, c'est très commun. Autour des naines M, on s'est aperçu, donc c'est des étoiles moins massives que le Soleil, qui font entre 0,1 à 0,6 fois la masse du Soleil. On s'est aperçu qu'il n'y avait presque pas de planètes géantes autour des naines M, qu'elles étaient très rares. Probablement le disque protoplanétaire autour de ces étoiles n'était pas assez massif pour former des planètes géantes. Mais par contre, il y a des pochetées de planètes telluriques. Elles sont super communes. Il y en a plus qu'une par naine M en stats. Et sachant que les étoiles naines sont les plus abondantes de la galaxie, ça nous fait des centaines de milliards de planètes telluriques dans la galaxie, en extrapolant sur les statistiques, ce qui n'est pas tout le temps valable, mais ça donne un indice que c'est très commun, les planètes telluriques.
D'accord. Camille, si tu permets, je vais poser une question parce que je vois que l'heure Vas-y, défile, vas-y. il est moins 10. Donc tu nous as parlé de deux méthodes historiques pour détecter les exoplanètes. La méthode des transits, on regarde la baisse de luminosité de l'étoile due au passage de l'étoile devant elle. Et puis on a la méthode des vitesses radiales, où on regarde le mouvement que la planète crée sur son étoile. Mais toi, Mhm. parce qu'on va revenir sur un peu ton domaine, sur que tu puisses parler de ce que tu fais, toi tu utilises une autre méthode qui est encore plus impressionnante, c'est essayer carrément de les voir directement. Donc essayer de voir la lumière d'une petite luciole à côté d'un phare monstrueux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc cette méthode, j'imagine que c'est encore plus difficile. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Alors déjà, pour réussir à observer une planète autour d'une étoile, il faut être capable de grossir en fait énormément, de voir des choses qui sont toutes petites. Pour séparer l'étoile de sa planète, qui sont séparées d'un angle qui est tout petit. Typiquement, nous, ce qu'on considère un petit angle, c'est 1 degré sur un rapporteur. Ça, c'est une distance colossale rapportée sur le ciel. Donc, en astronomie, on est obligé de découper ce degré en 60 arcs-minutes, qu'on appelle. Et ensuite, chaque arc-minute, la découper en une arc-seconde. Et en gros, pour chercher une exoplanète autour d'une étoile, il faut être capable de voir l'exoplanète alors qu'elle est séparée d'un angle qui est 1/3600e de degré, quoi. Une arc-seconde pour les planètes lointaines, et même une fraction de ça pour les planètes plus proches. Donc c'est vraiment séparer la lumière, et pour ça, on est gêné par l'atmosphère qui vient naturellement, avec sa turbulence, transformer la belle image qu'on aurait depuis l'espace en un pâté qui fait à peu près une arc-seconde de taille, même quand on observe depuis les meilleurs observatoires du monde. Si on observe depuis la cuvette de Grenoble, on a un pâté qui fait plutôt 10 arc-secondes de taille. Donc il faut corriger la turbulence de l'atmosphère, et c'est ça un peu le challenge de l'imagerie directe, parce qu'on a besoin d'un gros télescope pour pouvoir voir des petits angles, mais les gros télescopes, on ne peut pas les envoyer dans l'espace, parce que Hubble est un relativement petit télescope professionnel, par exemple, il fait que 2,4 mètres. On a besoin de télescopes de 8 mètres, 10 mètres au moins, et ça, on n'a pas les sous pour les envoyer dans l'espace. Et donc, il faut corriger la turbulence de l'atmosphère. Donc, on va mesurer, on suppose que l'étoile est un point. On sait à travers l'optique du télescope quelle devrait être l'image dans l'espace de ce point. On mesure un gros pâté. On calcule quelle est la forme de front d'onde qui transforme ce point en gros pâté. On calcule, on fait la transformée inverse qui permet de transformer Oula, le gros pâté en point. On applique ça sur un miroir déformable qui va remettre la lumière droite pour corriger cette turbulence de l'atmosphère, et qui va derrière nous faire voir une image presque aussi bonne que celle qu'on verrait de l'espace. Donc là, vous avez une image du Very Large Telescope européen qui tire des lasers qui font des références justement à partir desquelles on va calculer en temps réel, c'est-à-dire avec la fréquence à laquelle l'atmosphère change, c'est-à-dire 1000 fois par seconde, qui va calculer comment on doit modifier le miroir, et derrière on a un miroir qui réagit, qui se déforme 1000 fois par seconde pour redresser la lumière. Et ça va nous permettre, après des étapes de réduction successives, en plus, de détecter les exoplanètes. Donc si tu peux mettre l'image de 4 techniques de réduction, je peux vous montrer un système de 4 exoplanètes. Donc en haut à gauche, vous avez l'image après, avec l'optique adaptative, donc en corrigeant la lumière, où on voit en haut à gauche qu'on devine une exoplanète qui est très très loin de son étoile. Après, il y a 3 techniques différentes de plus en plus agressives qui permettent de soustraire l'étoile en enlevant le moins possible de flux de la planète. Et on voit apparaître 4 étoiles, avec 4 planètes avec ça autour de cette étoile. si tu me permets, c'est comme si par exemple je mettais mon doigt devant le soleil pour ne plus être ébloui par le soleil et voir éventuellement un petit point lumineux qui serait à côté de lui, c'est ça? Alors non, c'est pas de la coronographie, là, c'est pas des images en coronographie, c'est vraiment des méthodes de réduction de l'image qui permettent de soustraire, donc c'est des méthodes numériques,
qui permettent de soustraire le flux qui vient de l'étoile en enlevant le moins possible du flux de la planète. Et vous voyez que ce moins possible, il n'est pas tout à fait respecté, parce que si vous voyez sur les images réduites, il y a des points noirs juste à côté des points brillants des exoplanètes. Ça veut dire que quand on enlève le flux de l'étoile, on enlève aussi un petit peu le flux de la planète au passage. Donc D'accord. ça fait partie des développements algorithmiques en informatique qui sont assez clés pour essayer de détecter avec le plus de sensibilité les exoplanètes et en les déformant le moins possible. Et donc on est d'accord que c'est les 3 images en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche, c'est le même système, juste avec 3 méthodes numériques différentes pour retrancher la lumière de l'étoile et garder celle des planètes, c'est ça? Voilà, c'est les 4 images, c'est exactement les mêmes observations. Celle d'en haut à gauche, c'est sans traitement numérique, et les 3 autres, c'est 3 types différents de traitements numériques qui font ressortir les planètes. D'accord. Et donc toi spécifiquement, tu travailles sur la partie d'acquisition des données, la partie traitement numérique. Tu travailles sur quelle partie? Alors, un peu acquisition des données, mais là, je suis beaucoup sur du traitement numérique et notamment sur le traitement numérique de l'instrument SPHERE, qui est un instrument d'optique adaptative qui a été construit à l'IPAG à Grenoble et qui est installé maintenant depuis plus de 5 ans au VLT au Chili, à l'Observatoire européen austral, et qui est vraiment fait pour chercher des exoplanètes par imagerie directe. D'accord. Camille, est-ce qu'on a quelques questions? Oui, on a quelques questions. Je vais réserver déjà 2 questions pour la conclusion dans quelques minutes. Mais d'abord, on a 2 personnes qui te posent des questions, donc c'est très bien que tu laisses cette image, à propos, des disques de poussière de protoplanétaires, l'endroit où se forment les planètes autour des étoiles. A-t-on accès à des étoiles comme ça? Qu'est-ce qu'on voit comme quand une planète se forme là-dedans, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que, par exemple, pour les observations que tu fais là, est-ce que s'il y avait encore un disque, ce serait gênant? Donc c'est Giffereux et Lionel qui te posent cette question. Alors c'est une très bonne question. En astronomie, on ne peut pas remonter le temps pour voir les planètes du système solaire, comment était le Soleil lorsqu'elles se sont formées. Mais il y a des étoiles en train de se former. Dans la nébuleuse d'Orion, il y a des étoiles qui ont juste 1 million d'années, donc qui sont probablement dans la phase de formation planétaire. Mais c'est un peu loin la nébuleuse d'Orion. On a de la chance d'avoir des zones où des étoiles se forment qui sont plus proches de nous, qu'on observe. Et on a même détecté, d'ailleurs avec SPHERE l'an dernier, une exoplanète à l'intérieur d'un disque. Donc c'est une exoplanète qui est en train de se former. D'ailleurs, on a même réussi à voir dans le spectre de l'accrétion. C'est-à-dire que cette planète est encore en train d'avoir du gaz du disque protoplanétaire qui tombe sur son atmosphère et qui émet à des longueurs d'onde précises qu'on est capable de détecter. Donc on a non seulement détecté des disques protoplanétaires, d'ailleurs Pierre, si tu peux passer les images de disques protoplanétaires, mais on a aussi détecté des planètes dans ces disques. C'est celle-ci, celle d'Alma, que tu voulais voir? Oui, ça c'est une image faite en radioastronomie millimétrique qui montre un de ces disques de formation planétaire avec plein de gaps à l'intérieur de ce disque. Donc les disques, maintenant qu'on a des instruments avec une bonne résolution, dans l'optique et dans le millimétrique, on voit qu'ils ne sont pas du tout aussi simples que ce qu'on imaginait il y a 10 ou 20 ans, et qu'il y a plein de structures qui peuvent être causées par des exoplanètes ou par d'autres phénomènes propres au gaz et à la poussière à l'intérieur de ces disques. Tu voulais que je te montre les images d'artistes, c'est ça? Non, pas Non, forcément. Je crois non, qu'il y non. a d'autres images de disques que ça, mais sinon, c'est pas Non, ça. Là, ça fait, non. j'ai que celle-là, désolé. D'accord, ok. Alors juste avant la conclusion, juste avant la question de conclusion, j'ai une dernière question. Ça discute beaucoup là sur le chat à propos des méthodes de détection. J'ai discuté pas mal du coup avec Thibaut et une autre personne, je ne me souviens plus, je suis désolé, à propos du problème qu'on a si jamais l'étoile qu'on regarde n'est pas dans le plan orbital. C'est-à-dire que la ligne de visée vers l'étoile n'est pas forcément alignée avec les planètes autour de son étoile. Et donc dans ce cas-là, si c'est pas aligné, on n'a pas de transit, mais on peut quand même avoir des vitesses radiales. Alors est-ce que les méthodes comme ça se complètent? Et puis on a aussi du coup Thibaut qui demandait qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas du tout dans le plan, alors qu'on est même à 90 degrés, du coup les vitesses radiales ça marche plus, qu'est-ce qu'on fait? Oui, donc effectivement, les transits, c'est tué dès qu'on a un désalignement plus petit qu'une fraction de degré.
Les vitesses radiales, plus l'inclinaison entre l'orbite. Donc là, ce qu'on voit sur l'image, c'est une orbite où un système où les planètes tournent quasiment justement à 90 degrés par rapport à la ligne de vue. Donc là, dans ce cas-là, on a presque plus de vitesse radiale parce que toute la vitesse radiale permet de mesurer juste si l'étoile s'éloigne ou se rapproche. Mais si l'orbite de la planète est à 90 degrés comme ça, eh ben, elle reste à la même distance. Elle ne s'éloigne pas, elle ne se retourne pas, donc les vitesses radiales deviennent aveugles. L'avantage, c'est qu'on a une méthode qui va bientôt nous trouver plein de planètes, on espère, qui est l'astrométrie, qui, elle, est au contraire le plus sensible dans ces cas-là. Donc l'astrométrie, c'est le satellite Gaia que les Européens ont lancé il y a quelques années, qui devrait, l'an prochain ou dans 2 ans, nous trouver plein de planètes, parce qu'il lui faut plusieurs années d'observation pour voir ce mouvement. Et par astrométrie, on mesure vraiment, au lieu de regarder la vitesse de l'étoile causée par la planète, on mesure le déplacement du centre de l'étoile causé par la planète. Donc on ne mesure pas la vitesse, mais le déplacement de l'étoile. Donc c'est plus difficile à faire, mais le satellite Gaia est fait pour et devrait nous trouver, d'après les simulations, des milliers de planètes, notamment des planètes assez massives, tout autour de nous. Et puis Philippe, ta méthode à toi, qui est l'imagerie directe, marche aussi particulièrement bien quand on se trouve à 90 degrés du coup. Oui, tout à fait. Parce que là, on est à la séparation maximale entre la planète et l'étoile. Tout à fait, ouais. Alors que quand le système est incliné, il y a des moments plus ou moins favorables avec l'imagerie directe. Mais on peut toujours les détecter quand elles sont assez loin. Quand la séparation étoile-planète est grande. Là, dans ces cas-là, on voit l'image que tu montres, c'est Beta Pictoris, une planète qu'on a vue tourner autour de son étoile, passer derrière. On a même pensé qu'il pouvait y avoir un transit. Ça aurait été absolument formidable. C'est un système sur lequel on aurait eu des données d'imagerie directe, donc le spectre de l'étoile. On aurait eu, il y a des vitesses radiales sur cette planète, elle est détectée en vitesse radiale, donc on mesure sa masse. Et on aurait peut-être eu un transit. En l'occurrence, le transit n'a pas eu lieu, c'est passé juste à côté. Encore raté. Et du coup, ça permettrait vraiment de connaître là le rayon de l'étoile, avec la masse, la densité, avec l'imagerie directe, le spectre et les molécules présentes, la température aussi, on a des contraintes là-dessus. Et donc de vraiment bien parfaitement connaître cette... Là, c'était le grand chelem, là. C'était belote, rebelote et 10 de der. Et ça permet de confirmer les planètes aussi, de multiplier les méthodes. Tout à fait. Alors, du coup, si tu veux bien, j'ai la question de conclusion, parce qu'il est 19h03. C'est Lionel et Thibaut qui décrochent la palme de la question de la conclusion cette fois-ci. C'est arrivé une demi-heure après le début, c'est une belle performance, bravo. C'est moi qui sélectionne les questions de conclusion. Donc c'est une question un peu d'ouverture vers l'avenir de ton domaine. Lionel te demande quelles sont les directions actuelles de recherche pour améliorer la sensibilité de détection, alors des différentes méthodes, mais surtout de la tienne, j'imagine. Et on a Thibaut qui te demande s'il existe des méthodes de détection de planètes spéciales pour des orbites de 1 an et plus, comme la Terre ou Jupiter. Et est-ce que maintenant on commence à détecter des planètes comme ça, ou est-ce qu'il faut toujours attendre 1 an, 2 ans, 3 ans en espérant retrouver la planète? Voilà, comment ça se passe? Le temps, c'est quand même un des observables importants en astronomie. Soit par imagerie directe, elles sont très très loin et on les voit directement à tout moment. Donc là, c'est des planètes qui ont des orbites qui peuvent être des centaines, voire des milliers d'années. Mais pour les planètes qui ont des séparations comme Jupiter ou comme la Terre, pour l'instant, on n'est pas encore capable de les voir par imagerie directe. Donc on n'a que les méthodes indirectes. Et ça, on est soumis toujours à la période de la planète autour de son étoile. Il faut au moins, en gros, qu'on ait une demi-période pour observer un transit. Et encore, il vaut mieux en voir 2, donc une période complète. Ou une demi-sinusoïde pour détecter les planètes. Donc on a tout le temps cette limite-là. Et voilà, je ne me rappelle plus. Du coup, la question c'était est-ce qu'on va pouvoir mettre au point des choses pour résoudre ce problème à l'avenir? Et est-ce que la sensibilité de tes méthodes de détection directe va augmenter à l'avenir? Je vais même aller plus loin. Est-ce que tu penses qu'un jour on pourra observer directement la surface d'une exoplanète? Comme la Terre.
Voilà. Alors, la surface d'une exoplanète, l'observer, non. Enfin, un jour, peut-être dans 1000 ans, mais pas au cours du 21e siècle. L'objectif de l'Extremely Large Telescope européen, c'est justement d'être capable d'imager, de faire de l'imagerie directe de planètes dans des orbites proches de la zone habitable, voire dans les cas les plus favorables, dans quelques cas favorables, des planètes qui seraient dans la zone habitable de leur étoile. Ça va demander déjà de construire ce télescope d'un diamètre de 38 ou 39 mètres. Ça va demander aussi de développer beaucoup de techniques de réduction de données au niveau numérique, et ça va demander aussi de construire des instruments qui analysent cette lumière, qui sont adaptés aux techniques de réduction de données et à ce type d'observation. Donc c'est vraiment un développement qui est en cours, hein. C'est notre objectif. Je dirais que l'objectif des 10 prochaines années dans le secteur des exoplanètes, c'est de rechercher des biosignatures dans l'atmosphère de planètes qui seraient dans la zone habitable de leur étoile. On pense être capable de faire ça autour de quelques exoplanètes. Ce qui veut dire que si la vie abondante comme sur Terre, hein, c'est-à-dire une vie qui est capable de modifier la chimie de l'atmosphère de sa planète, comme le fait la végétation sur la Terre, est commune dans l'univers, on pourra peut-être le savoir dans 10 ans. Si jamais c'est rare, on ne le saura pas, parce que c'est pas avec les 3, 4, 5 exoplanètes qu'on va être capable de sonder, qu'on va être capable de tester des phénomènes rares. Très bien. Et on ne sera tout à fait pas capable de tester de la vie qui serait, comme par exemple, il y a des hypothèses de vie sous la croûte glacée des satellites autour de Saturne ou de Jupiter. Ça, c'est tout à fait possible qu'il y ait de la vie sous cette croûte glacée. On ne sera pas capable de les chercher via les exoplanètes parce qu'il n'y a pas de traces dans l'atmosphère. C'est aussi possible qu'il y ait encore de la vie sur Mars, mais on sait qu'elle ne laisse pas de traces importantes dans l'atmosphère de Mars parce qu'on la cherche depuis des décennies et qu'on ne l'a pas trouvée. S'il y en a, c'est des petits microbes dans le sous-sol. Ça non plus, on ne sera pas capable de trouver sur des exoplanètes. Mais si on a de la vie ultra abondante autour des quelques exoplanètes sur lesquelles on sera capable, avec nos instruments et nos télescopes, de la rechercher, là, ouais, on pourra peut-être avoir une réponse dans les 10 ans. Bah, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans. Et puis qu'on se fasse la même émission après, histoire de faire le avant-après, ça te va? Ah oui, bah, y a des choses qui changent en 10 ans, hein. Si on avait fait la même il y a 10 ans, déjà, ça aurait changé Clairement. un gros paquet. Dans 10 ans, j'espère qu'on aura d'autres choses à dire, effectivement. Pour les complotistes, faut bien se dire que des petits martiens verts sur une planète toute rouge, on les verrait s'ils étaient verts quand même, hein. Voilà. Alors, on va garder ça comme objectif. En tout cas, Philippe, je voulais te remercier vraiment d'avoir été parmi nous, de nous avoir donné de ton temps pour nous parler de ce sujet qui est tellement passionnant et puis tellement d'actualité. Merci beaucoup Camille aussi à toi d'avoir été là. Est-ce que tu veux donner quelques informations encore? Ouais, il y a eu beaucoup de questions, j'ai essayé d'en faire passer le maximum, et voilà, il en reste qui n'ont pas eu de réponse, ce n'est pas grave, gardez-les bien au chaud, pour une prochaine fois, voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup Philippe. Merci à tous. Et d'avoir été là. Et puis juste avant qu'on termine, on va parler donc de la prochaine fois. Donc on se retrouve nous dans 2 jours, mercredi soir. Et cette fois-ci, c'est Satya Agoncho qui va être parmi nous. Et donc elle va nous parler. Alors on va changer complètement de domaine puisque on va retourner au niveau des galaxies et des quasars et on va cartographier de nouveau l'univers pour essayer de voir comment est-ce qu'il gonfle. Voilà, donc on part de la planétologie aujourd'hui et puis on va revenir sur la cosmologie dans 2 jours. Merci à tous, merci de votre fidélité et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.